Les podcasts du Figaro. On n'a pas idée d'incinérer les gens un mercredi. Le mercredi, c'est un jour anodin, un jour au centre, qui ne raconte rien. C'est pourtant ce jour-là qu'on nous invita à incinérer l'homme le plus singulier du monde à Puteaux, cette ville elle-même si ordinairement bourgeoise. Ceux qui ne l'habitent pas se souviennent à peine qu'elle existe, enclavée entre Neuilly et Nanterre, comme un rappel de son incapacité à choisir entre ennui capitaliste et agitation populaire. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait des Jours mauves de Kalindi Ramphel, publié chez Lattès. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Kalindi Ramphel. Bonjour Alice. Vous publiez Les Jours mauves, un roman décalé et émouvant. Je dis décalé car c'est un livre sur le deuil mais empli de drôlerie, de joie et de tendresse. Indira, votre personnage principal, a 30 ans. Son père vient de mourir. Avant de disparaître, le père avait une volonté qu'on répande ses cendres sur Mars, non pas la planète rouge, mais le nom de son PMU préféré perché au sommet des Pyrénées. Et pour ce faire, votre personnage a l'idée qu'elle va aussitôt regretter, de faire un road trip en autocar avec toutes les personnes qui ont aimé son père. C'est un roman d'initiation, un road trip entre Little Miss Sunshine et Big Fish, complètement barré. Alors Kalindi Ramphel, j'ai une première question. Dans ce livre, vous joignez le drame à la comédie, le rire aux larmes. C'est l'histoire d'un deuil, donc qui n'est pas vraiment classique, on l'a compris. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre sur le deuil ? Oh là. Alors déjà, j'aimerais vous remercier parce que vous avez cité Little Miss Sunshine, mais aussi Big Fish, qui s'avère être mon film préféré devant l'éternel. Donc si mon bouquin peut faire un petit peu penser à Big Fish, j'en suis la plus heureuse et la plus flattée au monde. Donc merci beaucoup. Alors, moi, je pense que c'est en effet un livre sur le deuil parce qu'en tout cas, pour moi, ça a été ma manière de faire mon deuil. Parce que cette histoire, elle s'inspire de ma vie. J'ai perdu mon père il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Et en fait, quand il est mort, je me suis littéralement mis une caisse, c'est vrai, avec ses amis. On a pas mal picolé et tout. Et en fait, je leur ai dit, est-ce que ça vous dit d'aller répandre les cendres de papa du haut d'une montagne ? Bon, Mars, c'est une pure invention. Ça n'est pas un PMU qui existe en haut de super bannière. Et en fait, on a eu très envie de le faire, ce road trip. Sauf que le Covid nous tombe dessus quelques mois plus tard. Et donc, impossible de louer cet autocar et de faire ce déplacement. Donc en fait, l'histoire des Jours mauves, c'est le road trip que j'aurais aimé faire pour rendre hommage à mon père. Comme je n'ai pas pu le vivre pour de vrai, j'ai préféré l'écrire, j'ai voulu l'écrire. La longue écriture de ce roman m'a permis de traverser toutes les phases du deuil. Et je pense que c'est vraiment mon deuil en un bouquin, Les Jours mauves. Est-ce qu'on peut dire aussi que la fiction vous a aidé à ajouter des éléments que vous auriez peut-être pas pu faire dans la réalité ? Ah bah bien sûr, la fiction, elle permet toutes les folies. Parce qu'il se passe quand même beaucoup de péripéties. Oui, il y a beaucoup de choses très loufoques. Il y a le père n'est pas mis dans une urne traditionnelle. De backgammon. Voilà. Oh non, je l'ai pas dit. Vous avez spoilé. Non mais oui, voilà, il y a le père est mis dans un premier contenant, puis un deuxième parce qu'il y a une espèce d'accident en cours de route. Je vous en dis pas plus, je veux pas spoiler. Mais oui, en effet, la fiction, elle permet toutes les loufoqueries. Et moi, c'est ce que j'ai aimé le plus finalement dans ce roman, c'est de m'éloigner progressivement de ce que moi j'avais vécu et de ce que je connaissais pour aller dans des contrées purement fictives. C'est là que je me suis absolument éclatée, quoi. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça a été une écriture thérapeutique d'une certaine manière ? Ça vous a fait du bien de l'écrire ? Je me rappelle quand j'ai... Alors, donc, mon roman, pour vous expliquer un petit peu, c'est vrai qu'il commence comme une farce. La situation initiale est plus ou moins absurde, en tout cas incongrue. Oui, parce que ça commence par la cérémonie funéraire. Voilà, c'est ça, qui est, il y a du Yannick Noah qu'on passe comme ça, c'est vrai que c'est rare, du Yannick Noah à une crémation, et plus le livre avance, plus je permets à mon héroïne d'assumer ses sentiments assez mitigés pour son père, et voilà, à travers son aventure, elle va réussir à lui pardonner beaucoup de choses, beaucoup de ses secrets. En écrivant les derniers chapitres, je me suis rendu compte combien arriver à la fin de mon histoire m'attristait. Parce que moi, j'ai passé un moment mais extraordinaire à écrire ce livre. Ce livre, c'est la plus grande aventure de ma vie. Et quand je l'ai refermé, ça a été un drame absolu parce que je me suis rendu compte combien l'écrire m'avait fait du bien et m'avait permis, à travers la fiction, de me réconcilier avec mon père.
Donc oui, pour moi, ça a été complètement thérapeutique. Ça m'a fait un bien fou. Puis je me suis éclatée, quoi. Et d'une certaine manière, cette quête du père à travers son hommage, son souvenir, c'est aussi la quête de la fille. Indira apprend à découvrir son père, mais aussi à se découvrir elle-même. Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là aussi que c'est un livre de retrouvailles, un livre d'émancipation aussi ? Vous l'avez très bien dit vous-même, exactement. Très bien, super, Allez, merci. c'est bon, j'ai fini mon travail. Oui, complètement. Indira, pendant tout ce road trip, donc depuis Paris jusqu'à Super-Bagnères en Haute-Garonne, elle va essayer de se réconcilier avec sa figure paternelle, mais aussi avec elle-même, parce qu'Indira, au départ, c'est quelqu'un d'assez cynique, assez sarcastique, qui est un peu empêtré dans une détestation d'elle-même, et qui la ronge, quoi. Et au fur et à mesure du récit, en écoutant les autres lui raconter qui était vraiment son père, en ouvrant son cœur un petit peu au récit des autres, elle va s'autoriser à ressentir des choses un peu plus positives que d'ordinaire. Elle va vraiment ouvrir son cœur, s'ouvrir au monde, et progressivement, elle va commencer à s'aimer elle-même. Et c'est quand même pas évident de faire ça dans la vie. Oui, tout à fait. Et qu'en a pensé vos proches alors? Est-ce qu'ils l'ont lu? Oh là là, alors ça, c'était vraiment la question qui me terrifiait. Tous les personnages des Jours Mauves sont des personnages qui existent. C'est eux et puis c'est pas eux à la fois. Il y en a un qui a inventé de toutes pièces, c'est Beverlance, qui est vraiment mon nom préféré. Moi, j'adore inventer des noms absolument saugrenus. Je suis scénariste à côté et j'ai toujours envie d'écrire des noms qui n'ont aucun sens. Et donc, moi, j'avais très peur que tous les gens qui sont présents dans ce roman le prennent mal, en fait, que j'ai réécrit leur vie, que j'ai réécrit leur amour, que j'ai réécrit leur sexualité, que j'ai réécrit les liens qui les unissaient les uns aux autres. Les 3 semaines qui ont précédé la sortie de ce livre, je n'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil une seule seconde, tellement j'étais stressée que tout le monde me haïsse, puis moi, j'ai une espèce de syndrome, je me sens persécutée en permanence. Donc, j'avais très peur. Et il s'avère que tout le monde a lu, ma mère, qui est un personnage central du roman, qui est elle, et puis qui est pas là à la fois, parce qu'à partir du moment où on réécrit ses proches, c'est pour les transcender, c'est pour les transformer, pour le pire et puis pour le meilleur aussi parfois et souvent, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire à travers mon livre. Donc j'avais très peur du regard de ma mère, surtout, peur du regard des amis de mon père, que j'avais pour le coup énormément réécrit, et en fait... Ça s'est bien passé. Oui, mais c'est ça. Et en fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression que dans la vie, on passe son temps à attendre le pire. Et alors moi, c'est ce que je préfère faire. C'est une manière de se protéger aussi, une manière de protéger son petit cœur. Et donc, moi, j'ai toujours l'impression que le pire va m'arriver. Et il s'avère que tout le monde a lu et tout le monde m'a dit « Mais attends, mais pourquoi tu voulais qu'on le prenne mal? Ce bouquin, c'est une énorme déclaration d'amour à tous les gens qui sont dedans. Et ma mère, pour la petite histoire, donc je l'emmène au resto le surlendemain de la sortie du bouquin. Je lui avais interdit de le lire avant la sortie officielle. J'avais pas envoyé de PDF, rien, j'avais trop peur. Et donc elle l'a lu dans la nuit. Le surlendemain, on va manger au restaurant. On ne parle pas de ça pendant tout le trajet dans le métro. Et on arrive au resto, elle me dit « Bon, alors, j'ai lu toute la nuit. Écoute, j'ai adoré. » Et là, elle s'effondre en larmes, mais elle s'effondre en larmes. Et elle me dit, tu sais, Kalindi, ce livre, c'est absolument toi. C'est très crétin, mais c'est aussi très intelligent. Et c'est une belle déclaration. Moi, j'adore savoir que ce que je fais peut être à la fois très crétin et très intelligent, marrant et drôle et léger et profond à la fois. J'espère réussir à faire cohabiter tout ça dans ce roman. En tout cas, c'était ma velléité première, quoi. Et les romans sur le deuil, sur la disparition et la perte, la littérature en est pétrie. Alors j'ai une question, quel livre illustre pour vous le père? En fait, c'est drôle parce que j'ai que des idées de bouquins qui me viennent en tête, qui sont pas des romans sur la figure du père, mais sur l'absence de la figure du père. Et je pense à 2 livres. Le premier, c'est le roman qui m'a fait aimer la littérature. Il s'appelle La joie de vivre, de Zola. C'est un bouquin qui m'a absolument bouleversée. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Pauline, à qui il arrive toutes les merdes du monde, mais vraiment toutes les pires horreurs, et qui continue à garder le sourire et à voir la beauté de l'existence là où elle ne se trouve pourtant pas. Donc bravo Pauline, car moi c'est l'inverse. Et en fait, c'est l'histoire d'une orpheline en fait. Et au travers de l'absence des parents et au travers de l'absence de la figure du père, il y a ça explique beaucoup de ce qu'est l'héroïne et de comment elle se développe. Donc moi, j'ai que des histoires en tête qui me viennent, qui sont sur l'absence de la figure paternelle. Ça en dit peut-être long sur mon rapport à mon propre père, d'ailleurs, à qui j'ai longtemps reproché d'être très absent. Et même, je dirais, un de mes réalisateurs préférés, surtout quand j'étais gamine, c'était Spielberg. Et Spielberg, qu'est-ce qu'il filme ? Il filme l'absence du père. Et dans très peu de films de Spielberg, vous allez trouver la figure paternelle qui est présente, qui est là, qui s'occupe de ses gamins, etc. Que des choses sur l'absence, finalement. Quel livre vous a fait aimer lire ?
Eh ben celui-là, dommage. Quel livre m'a fait aimer lire? Il y a évidemment donc celui que je viens de vous citer, La joie de vivre de Zola, mais bon ça j'avais quand même bien 15 ans, je vais pas dire que j'ai lu Zola à 8 ans, ce serait quand même un peu mentir. Eh bien écoutez, il y a une série de livres, c'est extrêmement mainstream ce que je vais vous raconter, mais une série de bouquins que j'ai adoré quand j'étais gamine, c'est évidemment Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. On y revient. On y revient, c'est vrai, beaucoup de gens disent ça. Que j'ai découvert quand j'étais gamine, quoi. Alors moi, j'ai appris à lire un petit peu, de manière un peu prématurée. Je suis rentrée au CP. Ma mère m'avait déjà appris à lire et à écrire. J'étais une enfant extrêmement timide, copieusement pudique. J'avais énormément de mal à me faire des amis à l'école, etc. Ma mère s'est dit, putain, cette gamine, ça va être dur pour elle. Elle va bien se faire chier, parce qu'en plus, j'étais quand même enfant unique. Donc elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour la distraire? Bon, je vais la coller à la lecture. Pour qu'elle lise, il faut bien lui apprendre. Donc bon, bref, j'ai su lire et écrire assez tôt. Donc je saurais plus exactement ce qui m'a mis à la lecture quand j'avais 6 ou 7 ans, mais je me rappelle qu'à 8-10 ans, quand j'ai découvert Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, j'ai découvert ce que c'était de mêler à la fois le très grave et le très drôle. Parce que bon, c'est des histoires pour les mômes, quoi, mais c'est quand même l'histoire d'orphelins, on y revient, putain, c'est fou ça. On revient à l'absence de parents, l'absence du père, oui. Etc. Voilà, donc c'est des gamins dont les parents ont péri par les flammes, et donc ils se font récupérer par un espèce de gars qui s'appelle le comte Olaf, qui va absolument leur sucrer toute leur thune, un peu comme La joie de vivre. Mon Dieu, j'ai vraiment une obsession avec ces thématiques-là, c'est fou. Je fais un peu ma thérapie, en fait, en venant ici. Oui, c'est une psychothérapie, en effet. Et en fait, c'est terrible parce que ces bouquins, je sais pas combien il y en a, peut-être une quinzaine, mais sont extrêmement drôles. Et pourtant, on parle de gamins orphelins, de parents morts par le feu, d'esclavagisme. Enfin, c'est terrible les thématiques qui sont traitées dedans. Et pourtant, on se marre de A à Z. Et ça, j'adore. J'adore rire du très grave et pleurer devant le très léger, quoi. Alors justement, quel livre vous a fait pleurer? Il y a un livre qui a bouleversé mon existence, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Le courage qu'il faut aux rivières, d'une autrice qui est absolument formidable, avec laquelle j'ai eu la chance d'animer un atelier d'écriture il y a quelques temps d'ailleurs, qui s'appelle Emmanuelle Favier. Le courage qu'il faut aux rivières, ça se passe en Albanie, et c'est l'histoire, en fait ça raconte le phénomène des vierges jurées, qui sont des femmes qui, alors je veux pas dire de conneries, donc on fera un erratum en note de ce podcast si jamais je dis n'importe quoi, mais qui sont en fait des femmes qui ont été demandées en mariage dans leur jeunesse, et en fait sitôt qu'elles disent non, on veut les priver de leurs attributs féminins, leur bander la poitrine et les transformer petit à petit en hommes, de sorte qu'elles deviennent des espèces de rebut de la société. Enfin bon, bref, c'est assez compliqué comme phénomène, et c'est un phénomène dont je savais même pas qu'il existait. Et c'est l'histoire d'amour entre une vierge jurée et une personne qui arrive dans son village. C'est une histoire d'amour bouleversante, qui ressemble à rien de ce que j'avais lu auparavant. Je sais pas si c'est un livre qui a eu le succès qu'il méritait, mais en tout cas, vous qui nous écoutez, je vous encourage 1 milliard de fois à lire cette merveille, donc Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuelle Favier. J'ai rarement chialé comme ça en lisant un bouquin. Sinon, un truc peut-être plus fun, j'ai envie de dire, il y a ce magnifique bouquin de John Boyne, Les fureurs invisibles du cœur, qui m'a fait chialer de son ouverture à sa fermeture. Et moi, j'adore pleurer, j'adore rire à la fois, donc c'était merveilleux. Parfait. Ouais. Quel livre vous a mis en colère? Je vais citer plusieurs romans de mon autrice favorite, qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam, qui pour moi est la queen en matière de susciter des émotions contraires et dérangeantes. Et elle a écrit plusieurs romans qui ont su à la fois me toucher en plein cœur, me faire profondément rire, et à la fois me mettre dans des états de rage comme rarement, notamment via un livre qui s'appelle « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », qui traite de l'absentéisme absolu des parents. Mon Dieu, c'est terrible. Ce podcast est vraiment une psychanalyse, en fait. C'est affreux. Je vois ma psy juste après, en fait, c'est vraiment insupportable. Je vais passer ma vie à parler de ça. Donc, ça parle de l'absentéisme des parents, un absentéisme volontaire qui, personnellement, m'a fait enrager. C'est un livre très douloureux qui traite aussi du suicide chez les jeunes et de combien la société abandonne certains enfants à leur sort. C'est vraiment un bouquin qui m'a révoltée à travers l'excellente écriture d'Emmanuelle Bayamaktam, que je conseille à chaque personne qui croise ma route. Et c'est terrible parce que je ne gagne pas d'argent. Je n'ai pas de partenariat avec sa maison d'édition. J'ai vraiment envie d'en mettre un en place parce que je passe ma vie à en faire la publicité. J'ai une dernière question. Oui. Quel livre aimez-vous offrir? Alors, je me doute bien qu'il y a sûrement un livre d'Emmanuelle Bayamaktam, mais je vous pose quand même la question. Le vôtre, très bien, oui. Quel livre j'aime offrir? Alors, attendez, je réfléchis.
Ouais, parce qu'en fait, moi, j'offre souvent les romans d'Emmanuel Bailly-Mactam. Et en fait, pour tout avouer, c'est terrible d'avouer ça dans un podcast littéraire, j'offre très peu de bouquins aux gens, parce que j'ai assez peu de très bons lecteurs autour de moi. Néanmoins, les derniers bouquins que j'ai offerts, je dois dire, c'était le bouquin de Panayotis Pasco, que j'ai offert en fait à des hommes proches de moi pour éventuellement leur apprendre à eux aussi exprimer leurs émotions. Et ça a marché. Et donc je l'ai offert à mon mec, je l'ai offert à mon ami Kevin. Alors ça a marché, oui et non, vous connaissez les hommes, bon voilà quoi. Donc oui et non. Mais je crois qu'en tout cas c'est le dernier bouquin que j'ai offert, c'était celui de Panayotis Pasco, ouais. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Jours Mauves, publiés chez Lattès. Merci Kalindi Ramphol. Merci beaucoup Alice. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt.